On a déjà une toute première question. Tom, est-ce que tu veux poser ta question? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement soit dans le chat, soit dans les Q&A. C'est à peu près la même chose. On les regarde en permanence. N'hésitez pas vraiment à les poser à n'importe quel moment. L'objectif, c'est vraiment que ce soit dynamique, que qu'on puisse répondre surtout à vos interrogations en temps réel. Donc, si on n'a pas de questions, on va commencer. Et vraiment, n'hésitez pas à interagir, partager à la fois vos questions, vos remarques sur ce qu'on dit. N'hésitez pas à rebondir. On est là, en tout cas, pour répondre à toutes vos questions. Ah, on a déjà une première question. La rumeur veut qu'on est classé par groupe en fonction de l'examinateur qui nous fait passer. Est-ce que la comparaison se fait aussi en fonction de la série? En fait, pour la notation, ce qui se passe, c'est que chaque examinateur a des écarts types et des moyennes à respecter. Donc, en effet, on est noté par comparaison par rapport à la journée de l'examinateur et même sa semaine. Après, ce qui se passe, c'est que en pratique, c'est assez mixé pour que cette notation-là se ressente pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de différence normalement si on passe avec un examinateur ou avec l'autre. Très bien, donc je vous propose de commencer. Bienvenue à tous. Donc, je laisse Théophile se présenter d'abord. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Théophile Cantelobre. Je suis de la promo 2017 du cycle ingénieur civil des mines. Donc, ça veut dire que je suis été diplômé en 2021. Ça fait 3 ans que je fais une thèse en machine learning. Je suis en train de terminer. Et bénévolement, je suis délégué, alors techniquement délégué général adjoint, mais délégué des alumni de l'école des mines. Bonjour à tous, moi c'est Leïla, je suis diplômée P18, donc je suis rentrée dans l'école en 2018. En parallèle, je suis doctorante en astrophysique et je colle régulièrement dans des prépas parisiennes. Et j'ai aussi créé une chaîne YouTube qui s'appelle Nova Prépa qui sert à partager des conseils pour réussir en maths et en physique en prépa. Alors, pour lancer ce live, on vous a préparé quelques éléments de présentation qu'on voulait partager avec vous. Mais surtout, comme l'a dit Leïla, n'hésitez pas à interrompre dans le chat ou dans les Q&A pour poser vos questions. On y répondra au fur et à mesure. Et sinon, on vous a réservé un moment à la fin pour échanger et pour discuter. L'objectif de ces lives et donc de ce premier, c'est de partager notre expérience, puisqu'on est passé par les classes préparatoires, on est passé par des écoles d'ingénieurs. On a fait des choix sur SCI également. On a choisi des métiers, on y réfléchit encore, et on a eu une vie associative à l'école. Donc, on veut partager un peu tous ces facteurs-là, toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport à ça, échanger avec vous, vous entendre, répondre à vos questions. Et puis, le public, ben, on l'a vu dans les inscriptions, mais c'est à peu près ce qu'on voulait faire. Tout le monde est le bienvenu, évidemment. Et puis, bah, évidemment, ça s'adresse surtout aux étudiants en classe préparatoire, aux admissibles aux différents concours cette année et aux lycéens, leurs parents, ceux qui réfléchissent à venir en classe préparatoire pour savoir ce à quoi ça ressemble et ce que ça veut dire de passer des oraux à la fin des classes prépa. Alors, avant de commencer, par contre, on voulait juste adresser un point, c'était le lien avec les mines, avec le concours commun. Donc tous les deux, avec Leïla, on a fait l'école des mines il n'y a pas si longtemps. Toutefois, là, c'est une initiative, entre guillemets, indépendante. Donc, l'école, pendant la période dite des admissibles, donc en ce moment, mobilise depuis toujours son personnel, évidemment. Vous avez vu qu'ils interviennent sur Campus Channel, qui viennent dans les prépas, etc. Ces étudiants qui accueillent les admissibles à l'école, sur les différents sites d'examen, qui publie du contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi ses alumni. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on est là. Euh, les messages sont à portée générale, en tout cas, c'est l'objectif. Donc, même si nous, on est un peu biaisé vers les mines, on a aussi plein d'amis, plein d'élèves, plein de personnes qu'on a aidées par le passé, qui sont passées par différentes écoles, qui ont fait différentes choses. Et donc, on a un retour d'expérience qui est à portée générale. Donc, peu importe l'école que vous visez, on pense que vous retirerez quelque chose d'intéressant de ces lives. Et finalement, l'initiative est complètement indépendante du concours. Donc, si vous avez une question de logistique, etc., tout ça, vous le voyez avec le concours commun Minpon.
Et je vous ai mis l'adresse mail, mais c'est celle qu'il y a sur le site internet. Et on n'a pas de contact privilégié avec la notation ou Ni avec les les examinateurs. On examinateurs. n'est pas examinateurs, nous deux, et on ne connaît Voilà. pas les examinateurs, donc on n'est pas là pour faire du favoritisme ou quoi que ce soit. Voilà. Comme ça, c'est dit. Votre participation à ce webinaire n'impactera pas votre Clairement. classement. Mais voilà, c'est surtout pour répondre à vos questions, interagir avec vous. Alors, aujourd'hui, on se proposait de se concentrer sur la préparation aux oraux. Et oui, Victoria Pellegrini, c'est bien dommage qu'on n'ait pas de lien avec les examinateurs. Mais voilà, donc on proposait de discuter de bien se préparer aux oraux puisque c'est la saison des oraux. Vous avez peut-être même déjà commencé. Et on voulait vous donner quelques conseils par rapport à tout ça. Alors, c'est en quatre temps. Dans un premier temps, les révisions. Vous êtes peut-être encore dedans si vous n'avez pas encore commencé. Nous, on a deux conseils par rapport à ça vis-à-vis de notre expérience et aussi des étudiants qu'on a accompagnés en cours particulier, en call, etc. C'est de connaître son cours. Donc, c'est le critère numéro un en oral qui, entre guillemets, pour parler comme ça, la fout mal quand on bug sur son cours. C'est vraiment le prérequis pour réussir un oral, c'est de bien connaître son cours, bien connaître les démonstrations classiques, que ce soit en maths ou en physique, bien connaître les références qu'on attend dans les différentes matières plus littéraires, etc. Et deuxième conseil, de travailler les exercices classiques, les méthodes. Vous les avez vus tout au long de l'année. Vous les avez peut-être vus aussi dans des livres, dans du contenu même sur les réseaux sociaux, etc. La majorité des choses sont assez classiques et donc il faut voilà, se préparer calmement, mais voilà, bien travailler ces fondations, donc le cours et les exercices classiques et les méthodes. Et c'est pas du tout anecdotique, je sais qu'on vous répète ça depuis que vous êtes entré en prépa, le cours, les exercices classiques. Il y a beaucoup d'élèves qui se disent, ah oui, mais le cours et les exercices, en fait, ça suffira jamais. Mais en fait, pour faire passer énormément d'oraux et de colle, je peux vous assurer que la grande majorité, je dirais 80% des élèves, ils sont toujours bloqués à un moment par le cours, ou ils sont toujours bloqués à un moment parce qu'ils ne connaissent pas la méthode. Et ça, c'est assez symptomatique parce que moi, en tant qu'examinatrice d'oraux blancs, etc., dès que je vois quelqu'un qui bug sur le cours, bah, franchement, c'est vraiment un très mauvais a priori et la note derrière, elle va vraiment pas être bonne. Donc, ça a l'air de rien comme ça, mais en apprenant bien vos cours et en travaillant bien ces exercices classiques et méthodes, vous allez vraiment vous positionner en fait dans le top des élèves que votre examinateur a vu passer. C'est une certitude. Et donc, c'est un conseil positif. On vous recommande, en tout cas, on vous dit ce que nous, on avait fait. Mais ça veut aussi dire que si vous avez des camarades qui vous disent qu'ils ont fait 167 exercices par jour pendant la période de révision et qu'ils ont vu tous les exercices possibles, imaginables qui sont tombés n'importe où, bah, c'est pas nécessairement, vous n'avez pas à stresser par rapport à ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les exercices sont basés sur le cours, ils sont basés sur des exercices classiques de référence, ils sont basés sur des méthodes. Et donc, vous n'allez pas vous faire surprendre normalement. Vous n'aurez pas trop de surprises. Tout va bien se passer si vous connaissez votre cours, si vous avez travaillé vos exercices et vos méthodes. Pas d'inquiétude par rapport à ça. Deuxième, donc le pendant dans la préparation, c'est les révisions, mais aussi la préparation mentale. Donc ça paraît extrêmement bête dit comme ça, et on a vu qu'il y avait des parents dans le public, mais c'est hyper important. Ça dépasse les révisions pures et dures. C'est bien manger, bien dormir et se détendre, s'amuser comme on veut. Ça peut être du ping-pong, ça peut être autre chose, mais ce qui compte, c'est de passer une période où vous êtes reposé et vous allez attaquer les oraux dans des bonnes dispositions. Donc, si vous avez eu 3 heures de sommeil pendant 3 semaines, ça va pas bien se passer. Vous allez être complètement crevé, vous allez être un zombie. Et si vous avez bien mangé, vous avez bien dormi, vous avez travaillé intensément, mais de manière régulière pendant cette période, tout va bien se passer. Donc, c'est pas le moment de faire des nuits blanches, c'est pas le moment de racheter des livres en urgence en espérant faire 500 pages d'exercice juste avant les oraux. Là, il faut travailler ses fondamentaux et être dans des bonnes dispositions pour le jour J. Et ça, vous le voyez très bien parce qu'en fait, on va revenir sur ce point juste après, mais un oral, c'est très différent d'un écrit. Ce qui compte pendant un oral, c'est vraiment la manière dont vous présentez les choses, la manière dont vous exprimez, la manière dont vous interagissez. Et ça compte un peu plus en fait que vos connaissances pures. Et donc, si vous arrivez, que vous êtes complètement crevé, que vous avez des cernes jusqu'aux joues, forcément, bah, ça va se ressentir, vous allez être un peu moins vif et ça va se ressentir également sur la notation. Donc ça, c'est pas juste des conseils feel good pour que vous soyez bien dans votre tête en général, c'est vraiment, ça va vous apporter énormément de choses après pour votre réussite aux oraux. Voilà, un oral, ça a plus de choses en commun avec une épreuve sportive qu'avec Tout à fait, ouais, qu'un finalement, TS. qu'avec l'écrit que vous Donc, avez pu faire. voilà, si vous deviez faire un 100 mètres dans une semaine, chronométré, vous voudriez bien manger, bien dormir et être détendu, être prêt à affronter ça.
Alors, le jour J, là maintenant, vous avez passé la préparation, vous êtes rendu sur le campus pour être de bonne disposition et après, on parlera vraiment du fond de comment se passe un oral et comment s'y préparer et comment faire en sorte que ça se passe bien. Mais déjà, la première étape, c'est le pendant de ce que je viens de dire, c'est d'être dans des bonnes dispositions le jour J. Donc, première chose, c'est matériellement ne rien avoir oublié. Alors, on a fait une petite checklist. Elle est peut-être pas complète, mais j'espère qu'elle l'est à peu près. Convocation, carte d'identité, blouse, calculatrice, écouteurs, goûter, bouteille d'eau, boule caisse. Voilà, tout ce qu'il vous faut. J'imagine que vos enseignants vous ont aussi donné des checklists. L'objectif, c'est d'avoir tout sous la main. Si vous avez un petit creux, si vous avez soif, que vous ne soyez pas en train de tousser pendant votre oral, etc. Vous soyez de bonnes conditions. Et la deuxième chose, c'est vous allez avoir beaucoup d'attentes. Vous allez avoir parfois des moments où les épreuves vont s'enchaîner aussi. Et c'est clé de se vider la tête avant, se mettre en mode oral. J'arrête de plaisanter avec peut-être mes camarades qui sont aussi présents sur le centre d'examen. J'arrête aussi de stresser dans mon coin. Je passe en mode oral, je suis concentré, je suis déterminé avant et après. Donc après, je relativise, je passe à autre chose. J'essaye de penser à l'épreuve suivante. J'oublie un peu ce qui s'est passé et on passe à la suite. Donc ça, c'est vraiment clé aussi. C'est une journée d'oral, ça peut potentiellement être plusieurs euros la même journée. C'est très long, ça s'enchaîne. Et donc, il faut vraiment être capable de tenir toute la journée et même toute la semaine. Et donc, entre chaque épreuve, il faut passer à la suite. Sinon, si vous essayez de ressasser vos euros au fur et à mesure, vous allez finir par avoir 6 euros ou 7 euros dans la tête à la fin de la semaine et ça va faire beaucoup de choses à réfléchir. Et surtout, je veux insister sur le fait que ça vaut aussi si vous réussissez bien un oral ou si vous le ratez. Et je vais vous donner un exemple très concret. Quand j'ai passé mes oraux au MIN, donc c'était ça commence à faire longtemps, c'était en 2018. J'ai commencé par le TP de chimie. Et en fait, moi, je détestais la chimie. C'était pas du tout mon truc. Et j'ai fait vraiment n'importe quoi pendant ce TP. Je savais que j'aurais une mauvaise note. J'ai eu aucun résultat. Ma copie, elle était vraiment pratiquement vide, etc. Et du coup, en sortant du TP, je me suis dit, donc c'était vraiment mon tout premier oral. Et en sortant, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, j'aurai pas les mines de Paris. Je vais me concentrer sur les centrales. Et là, les épreuves que j'ai, on va juste les faire comme ça pour voir. Et en fait, finalement, le fait de me dire que voilà, ce TP, je m'en fichais, bah, les euros des mines, c'est ceux que j'ai les mieux réussis. Et je me suis très, très bien rattrapée par la suite, même si j'ai eu, comme je l'avais prédit, une très mauvaise note en TP, une note en dessous de 5. Et ben, je me suis rattrapée par la suite et ça m'a permis d'intégrer l'école des mines. Donc vraiment, dites-vous que si vous faites un oral, rien n'est perdu. On peut intégrer des super écoles avec des notes complètement nulles. Et c'est bien la preuve puisque j'ai réussi à intégrer les mines avec 4 à l'épreuve de chimie. Donc vraiment, vous censurez pas par rapport à ça. Quand on vous dit que tout est possible, c'est pas pour que vous donniez le meilleur de vous-même. C'est parce que vraiment, c'est tout à fait possible, même en ayant raté un oral, d'avoir une bonne école et d'avoir des bonnes notes par la suite. D'autant plus que ta perception, alors là, tu avais peut-être raison, Ouais, mais tu bien peux sûr. très bien te planter aussi et on peut très bien se dire qu'on a loupé quelque chose parce qu'on a dit à un moment on s'est trompé Ouais. d'intitulé, je ne sais quoi. Et en fait, tout se passe bien. L'examinateur comprend très bien que parfois on s'en mêle les pinceaux et les choses on peut paniquer et pour autant avoir une note correcte parce que bah, par rapport, comme on disait tout à l'heure en réponse à la question de Tom, en fait on est aussi noté par rapport aux autres et donc si, même si on a dit une bêtise à un Mhm. moment, c'est pas, il y a rien d'éliminatoire. Il y a des oraux qui sont plus difficiles que d'autres aussi. Moi, je Il vois y a très aucune bien exercice. quand je fais l'école, j'ai des exos que je donne, je sais qu'ils sont super durs. Et donc, forcément, je valorise un peu plus, en fait, les initiatives, etc. Donc, ça, en effet, votre perception, elle peut être trompée. Donc, il faut vraiment, quand on vous dit une épreuve passée, il faut l'oublier. Ça vous apportera rien de vous dire, ah oui, combien j'ai eu d'estimés, etc. Franchement, ça vous apportera rien du tout. Peut-être un commentaire par rapport à ce que dit il est là, c'est que nous, on vous propose une méta-analyse là en ce moment Mm. de, il y a des exercices durs, vous êtes noté comme si, vous avez un écart type, etc. Mais ça, le jour J, vous, il faut pas y penser. Mm. Vous avez votre exercice, vous savez pas si c'est un exercice dur, un exercice facile. L'objectif, c'est pas d'estimer la difficulté de l'exercice, c'est pas de, ne passez pas du temps à faire ça. Concentrez-vous sur l'exercice, faites au mieux dans l'exercice, donnez le meilleur de vous-même et Leïla va en parler juste après. Mais voilà, ne passez pas trop de temps à vous dire, ah, il m'a dit ça, l'examinateur, du coup, ça veut dire que c'est un exo facile, c'est un exo. Non, ça, vous en savez rien. Nous, on n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Même l'examinateur, peut-être qu'il ne sait pas exactement quels sont les exos durs, les exos faciles. Ça dépend ce qu'on lui a mis dans sa feuille ce jour-là. Ça dépend. Peut-être que quelque chose était prévu facile, en fait, c'est difficile. Personne n'en sait rien. Donc, il faut juste résoudre l'exercice au mieux, donner votre meilleure prestation. Et ensuite, une fois que c'est terminé, vous passez à la suite et on continue la semaine.
Donc là, je vais vous parler un peu plus de concrètement qu'est-ce que ça veut dire de réussir un oral. Et donc ça, je parle d'expérience parce que comme je vous l'ai dit, je fais passer beaucoup d'oraux blancs, je fais passer beaucoup de colle. Et donc, je peux vous dire que un examinateur, il voit tout de suite à peu près dans quelle catégorie se situe le candidat. Est-ce que ça va être un candidat qui va avoir plutôt une bonne note ou un candidat qui va avoir plutôt de mauvaises notes? En fait, comment on se rend compte de ça? Parce que la chose la plus importante quand vous avez un oral, c'est la présentation. C'est comme ça, en fait, on est tous humains, et donc quand on voit quelqu'un, on sait à peu près à la manière dont il réagit, la manière dont il parle, la manière dont il présente son tableau, on sait exactement à peu près quelle catégorie d'élève c'est. Et donc c'est pour ça que c'est super important quand on vous dit de, voilà, de bien parler distinctement, etc. C'est des choses qui sont vraiment clés parce qu'en fait, nous, on note par rapport à ça, même si on veut pas vraiment noter par rapport à ça, en fait, ça nous influence forcément. Voilà, on est des êtres humains, c'est un peu subjectif. Donc la première chose qui est très importante, évidemment, c'est d'être poli et présentable. Alors ça a l'air de rien. Vous dites, bah oui, bien sûr qu'on est poli. Parfois, il peut y avoir des examinateurs qui sont un peu désagréables. Et même ceux qui sont un peu désagréables, il faut quand même être poli avec eux. Il faut quand même rester cordial, garder son calme, même dans des situations où on essaye de vous déstabiliser. C'est pas toujours facile, mais c'est important. Et moi, j'ai quand même beaucoup d'élèves chaque année qui, parfois, je leur pose des questions. Et même s'ils savent que c'est un oral blanc, qui sont notés, que ça compte énormément pour leur moyenne, bah, j'ai quand même des élèves qui me répondent un peu en soufflant, qui sont un peu énervés par mes questions, etc. Et donc ça, je peux vous assurer qu'en tant qu'examinateur, c'est très, 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 très désagréable. Donc, quand on vous dit d'être poli, c'est vraiment, voilà, il faut rester neutre, il faut rester à l'écoute de l'examinateur, écouter ses questions, bien lui répondre, etc. Ensuite, il faut être clair. Être clair, ça veut dire être clair à l'oral. Quand on parle de manière distinctement, on parle de manière distincte, pardon. On articule bien, on présente bien son tableau. Le tableau, vous n'avez pas trop l'habitude souvent parce que c'est plutôt quelque chose de prof, mais en fait, le tableau, c'est ce qui reste après votre oral, c'est ce que l'examinateur voit dès qu'il est perdu dans ce que vous dites. Donc, c'est très important de bien présenter le tableau, d'écrire assez gros, en physique, de bien faire des schémas, en maths aussi si c'est nécessaire, etc. Ça, c'est aussi un point très important. Ensuite, aux oraux des mines et certains oraux de centrale, vous avez un temps de préparation. Ça, c'est important de bien l'utiliser. Et qu'est-ce que ça veut dire bien utiliser son temps de préparation? Ça veut dire réussir à chercher assez de choses pour ne pas arriver au début de l'oral en n'ayant rien à dire. En fait, le temps de préparation, il sert surtout à ça. Il sert surtout à vous mettre en confiance. Comme ça, vous arrivez devant l'examinateur et hop, ah ben voilà, j'ai des pistes, j'ai cherché ci, j'ai cherché ça. Ah ben j'étais bloqué par ceci. Ah ben tiens, telle formule, en fait, je m'en souvenais plus. Il sert à ça, votre temps de préparation. Et donc, il faut l'optimiser de manière à réussir à faire des choses sans rester bloqué. C'est-à-dire que pendant la préparation, si on regarde la première question et que on est bloqué, bah c'est pas grave. On essaye, on se dit ok, pourquoi on est bloqué, etc. On passe à la suite. Et le dernier point qui est important, et ensuite je répondrai à ta question, Nicolas, c'est vraiment de répondre à l'examinateur et de rebondir sur ses suggestions. Un examinateur, quand il est à l'oral, c'est très facile pour lui de vraiment, voilà, croiser les bras, de vous regarder sans rien faire. Moi, personnellement, quand je suis saoulée par les oraux blancs, c'est ce que je fais parce que en vrai, c'est très confortable. Et parfois, en fait, il y a des étudiants, quand on leur pose des questions, ils ne se rendent pas compte que c'est pour les aider. En fait, vous, ce que vous voulez dans votre oral, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en colle ou autre, vous voulez susciter des interactions avec l'examinateur. Parce qu'il y a quand même de grandes chances pour qu'à un moment ou un autre, vous soyez bloqué, que vous ayez besoin d'une confirmation parce que vous n'êtes pas trop sûr de vous, etc. Donc, vous voulez absolument susciter la réaction de l'examinateur qui puisse au moins un peu vous guider, qui puisse éventuellement vous aiguiller. Et pour ce faire, il faut que vous tourniez vers lui, il faut que vous présentiez, que vous lui présentiez ce que vous êtes en train de faire. Il faut que quand il vous pose une question, que quand il fait une remarque, vous soyez au taquet pour réagir. Il faut que vous lui présentiez aussi que vous savez des choses. C'est-à-dire que l'oral, c'est pas que réussir un exercice. L'oral, c'est aussi montrer ce que vous savez faire. Et typiquement, si un exercice, vous avez galéré dessus, vous n'avez pas la méthode, mais vous avez quand même montré que vous comprenez pourquoi ça marchait pas, que vous comprenez la méthode que vous essayez de mettre en place, qu'est-ce qui va pas, que vous connaissez votre cours, que vous connaissez la physique qu'il y a derrière, par exemple. Donc moi, je parle un peu plus de physique forcément puisque je suis physicienne. Ben, tout ça, en fait, c'est des choses qui vont contribuer à avoir une bonne note auprès de l'examinateur. Et moi, très souvent, quand je mets des bonnes notes, c'est pas spécialement que les élèves, ils ont bien réussi mon exercice, qu'ils l'ont fait très rapidement, etc. C'est qu'ils ont bien présenté, c'est que quand ils parlaient, c'était clair. C'est que dès qu'il y avait un point de cours, vraiment, ils m'en parlaient et je sentais qu'ils avaient très bien compris toutes les relations qu'il y avait derrière. Et donc, vous voyez, tous ces trucs-là, en fait, là, on parle même pas spécialement d'avoir réussi un exercice, d'être une brute en maths, en physique ou quoi. On parle juste de bien réagir, bien présenter. Et ça, je vous assure que c'est essentiel et ça va faire la différence sur vos oraux. Donc là, on a deux questions. On a Nicolas qui nous dit qu'il est assez stressé quand il aborde ses oraux et ça affecte sa manière de parler. Comment jugez-vous un élève qui semble stressé?
Bah, ça, c'est une bonne question. Alors, on ne va pas le juger mal, on ne va pas dire, oh non, celui-là, il est stressé, il va avoir une mauvaise note. Évidemment, tous les efforts sont valorisés. Après, si tu es stressé, évidemment, la gestion du stress, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, je t'invite à essayer de te poser un peu plus. Alors, évidemment, tu vas me dire, c'est super facile à dire et beaucoup moins à faire. Ce que je conseille toujours à mes élèves pour se poser, c'est vraiment de prendre le temps du silence, le temps de la réflexion. C'est-à-dire qu'avant de parler, l'examinateur, s'il vous pose une question, si vous répondez pas dans la seconde, c'est pas grave du tout. Vous avez le droit de réfléchir. Par contre, vous n'avez pas le droit d'esquiver une de ces questions. Ça va pas passer. Donc, prenez le temps de réfléchir, formulez la question dans votre tête. Et pour lutter contre le stress, bah, c'est toujours la même chose qui compte, c'est l'apparence. C'est-à-dire que si à l'intérieur de vous, vous avez le cœur qui bat la chamade, que vous êtes super stressé, mais que vous limitez un peu la casse, bah, c'est déjà ça. Donc, pour limiter la casse, voilà, on réfléchit à ce qu'on va dire. Quand on prend la parole, on essaye de faire des phrases qui vont jusqu'au bout, de parler assez fort, d'articuler. Ça déjà, même si on est stressé, bah, ça va déjà faire la différence. Et ensuite, si on sent que voilà, la parole à l'oral, c'est pas toujours facile, éventuellement que c'est pas votre point fort, on pense au tableau. Le tableau, c'est vraiment un point important. Par contre, pour ça, il faut quand même être dans une attitude, il faut quand même aller vers l'examinateur, se tourner vers lui, etc. On a une deuxième question sur la tenue vestimentaire. Donc j'espère, Nicolas, que ça a répondu à ta question. Sinon, n'hésite pas à en poser d'autres dans le chat. Autre question sur la tenue vestimentaire. Moi, ce que je conseille toujours, c'est une tenue vestimentaire dans laquelle vous vous sentez à l'aise, mais évidemment, ça va pas être tongs, bermuda, ça je déconseille pour des raisons évidentes. Il faut savoir qu'aux oraux des écoles d'ingénieurs, c'est pas comme les oraux d'école de commerce. Si vous avez des amis en école de commerce, ils viennent en costard cravate et les filles viennent en tailleur. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait trop aux écoles d'ingé. Par contre, les examinateurs, souvent, ils sont quand même en chemise, la plupart ont quand même une veste. Donc, je vous conseille de vous aligner un peu sur ça. Pour des garçons, je conseillerais chemise et peut-être un chino, un pantalon voilà, dans lequel vous vous sentez à l'aise, mais qui fait quand même relativement bien habillé. Et pour les filles, à peu près pareil, si vous sentez voilà, peut-être éventuellement une robe, etc. En fait, ce qui est important pour la tenue, c'est que ça fasse assez soigné. Donc ça, voilà, une petite chemise, quelque chose d'un peu plus, pas spécialement un t-shirt. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent trouver qu'un t-shirt, ça fait pas assez soigné. Ça, après, c'est à vous d'en juger. Mais surtout, ce qui est important, c'est une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Si vous avez une tenue où vous vous dites, ah oui, mince, il faut que je pense à ce qu'on voit pas mes auréoles, est-ce que ma jupe, elle est assez longue, etc. Bah, ça, c'est une mauvaise tenue, juste parce que vous allez penser plus à votre tenue qu'à votre oral. Donc, une tenue confortable, c'est une tenue dans laquelle vous pensez à votre oral, vous vous sentez bien, et aussi vous vous sentez un peu en confiance, vous sentez que bah, voilà, vous êtes bien présentable, et vous sentez que quand vous dites bonjour à l'examinateur, bah, ok, c'est bien, vous faites bonne impression. Une chemise et un short, ça va pour les oraux, vu comment il fait chaud. Je ne sais pas ce que tu en penses, Théophile, j'aurais tendance à dire oui, ça peut passer. Je pense que ce qui est important, c'est... Donc, la première chose, comme l'a dit Léa, c'est que les écoles d'ingénieurs sont pas... on est moins dans la représentation qu'il peut y avoir dans les écoles de commerce pour des raisons professionnelles. Mhm. Toutefois, tout le monde se présente. Il faut se dire que lorsque vous serez en école ou même lorsque vous venez sur le campus pour passer vos oraux, il y a à l'école des enseignants-chercheurs, il y a des étudiants, il y a des gens dans ces lieux de travail. Il y a aussi des entreprises qui viennent parce qu'elles sont partenaires de l'école, parce qu'elles ont des projets de recherche, parce que elles utilisent les espaces, enfin pour plein de raisons. Et donc, l'idée générale, c'est de se dire, bon, j'ai pas envie d'être de trop dénoté par rapport à toutes les personnes qui sont là, d'être à l'aise. Et aussi parce que si vous êtes un tout petit peu, disons, self-aware, entre guillemets, vous allez tout de suite le remarquer. Et donc, ça peut vous mettre mal à l'aise. Donc, du coup, moi, short, chemise, ça me choque pas du tout. Mm. Ce qu'il faut, c'est être confortable. S'il fait chaud, l'examinateur sera peut-être en short aussi, c'est pas impossible. Ouais, ça Donc, arrive. voilà, vous prenez surtout pas la tête par rapport à ça. Propre, confortable, pas trop chaud, etc. Voilà, mettez-vous à l'aise, mais soyez vous-même, quoi. Vous prenez pas la tête. Je voulais revenir juste sur un point, Léla, que tu disais sur répondre à l'examinateur. Moi, j'aime bien une métaphore, c'est celle de la pièce de théâtre. En fait, vous êtes deux en scène. Vous êtes deux en scène. Et donc, lorsque l'examinateur en fait, vous propose une direction pour l'intrigue, entre guillemets, pour filer la métaphore, euh, il faut que vous la preniez. Parce que sinon, imaginez une pièce de théâtre où euh, un personnage lance une direction, lance une ligne, et l'autre ne l'attrape pas, suit pas et part dans son propre scénario. En fait, si on lit pas la même pièce de théâtre, ça va finir par mal se passer. Et typiquement, si l'examinateur vous pose des questions intermédiaires, par exemple, pour vous aider, et même si vous avez l'impression que vous n'en aviez pas besoin, en fait, c'est peut-être parce que il anticipe quelque chose, c'est parce que en fait, il pose les mêmes questions à tout le monde, donc c'est sa manière Mhm. de faire passer l'oral. En fait, il faut pas trop, il faut
pas l'éviter. Il faut pas se dire, ah non, non, je vais surtout pas prendre la question intermédiaire qu'il est en train de me dire parce que sinon, il va m'enlever des points. C'est pas comme ça que ça marche. Et si après, si jamais vous ne prenez pas la question intermédiaire et que vous vous retrouvez coincé dans un truc un peu exotique que vous avez voulu tenter, vous allez vous retrouver un peu tout seul parce que les examinateurs, bah, c'est comme tout le monde, ils ont besoin du temps pour réfléchir, ils essayent de suivre et c'est quand même plus facile pour eux si vous suivez leur cheminement. Donc c'est vraiment une pièce de théâtre, ça se construit à deux et il faut être dans l'interaction. Et au contraire, c'est beaucoup plus dur si l'autre personnage, donc l'examinateur, est silencieux, comme tu disais, les bras croisés. Là, vous êtes vraiment tout seul. Et la métaphore tient toujours, il faut faire votre seul en scène, sans faire d'humour, mais il faut porter l'oral, présenter vos travaux, présenter ce que vous êtes en train de faire, et ne pas vous croiser les bras et ne rien dire. Parce que là, c'est fini pour le coup, et vous allez perdre du temps. Mm. Donc voilà, il faut interagir avec l'examinateur et être force de proposition, être force d'explication pour que l'oral avance et qu'on passe les différentes étapes. Et oui, juste pour finir sur ça, je dis toujours à mes élèves qu'une question, c'est un cadeau. Et c'est vrai dans tous les sens du terme, parce qu'il y a des questions qui vont vous faire rendre compte que vous êtes trompé quelque part. Par exemple, en physique, si on vous dit, est-ce que c'est homogène? Si on vous dit, ah oui, est-ce qu'il n'y a pas un autre théorème qui fait ceci, cela? Donc ça, c'est une question qui va vous remettre, entre guillemets, sur le droit chemin. Sinon, vous avez d'autres questions qui vous font remarquer, par exemple, une erreur, qui vont vous permettre de vous mettre en valeur. Si on vous pose une question sur un point de cours, bah, c'est l'occasion de montrer ce que vous connaissez, de montrer que vous savez très bien ce théorème, que vous comprenez très bien les enjeux de tel ou tel chapitre. Donc, en fait, toutes les questions qu'on vous pose, elles sont jamais, jamais, jamais faites pour vous coincer. C'est toujours des occasions pour vous de montrer ce que vous savez et d'avancer également dans l'oral. Donc, vraiment, gardez bien ça en tête, c'est super important. Et donc, quand vous avez une question, il ne faut surtout pas l'éviter, il faut chercher cette interaction. Donc, pour les choses à éviter, du coup, qui font très bien le lien avec cette histoire d'interaction, comme je vous l'ai dit, la présentation, super important. Et donc, pour ça, il faut susciter l'interaction avec l'examinateur. Et donc, quelque chose qu'on évite absolument, c'est d'être dos à l'examinateur face au tableau. En fait, très souvent, dans les oraux scientifiques, vous allez devoir écrire des équations, vous allez être dos au tableau. Et donc là, il y a deux choses, vous vous en rendez compte très facilement si un jour vous êtes dans la position d'examinateur, il y a deux choses qui posent problème. Premièrement, quand on parle face à un tableau, en fait, on n'entend pas parce que le son, il va contre le tableau. Donc, l'examinateur qui est derrière vous, il n'entend rien de ce que vous dites. Et deuxième chose, vous cachez en plus ce que vous êtes en train d'écrire. Donc, moi, j'ai le cas de figure assez souvent. J'ai des élèves, je les fais passer au tableau, etc. Et je vois pas ce qu'ils font. Et pendant 15 minutes, ils font leurs équations comme ça. Alors, le pire des situations, c'est si en plus, ils font leurs équations sans rien dire. Moi, je vois rien du tout, j'entends rien du tout. Et donc, ça, c'est pas pratique. Donc, si vous écrivez une équation au tableau, vous écrivez votre équation. Vous parlez sur l'équation en même temps, même si c'est juste lire ce que vous êtes en train d'écrire. Quand vous avez fait 2, 3 étapes, vous vous décalez pour que l'examinateur puisse voir, vous présenter votre raisonnement, etc. Tout ça, c'est super important. Deuxième chose, on en a déjà parlé, c'est ne pas parler assez fort, ne pas articuler assez, ne pas finir ses phrases. Tout ça, ça va entraver la communication. Souvent, les examinateurs dans les salles, ils sont relativement loin, en fait, physiquement de vous. Et en plus, parfois, ils sont un peu âgés, ils peuvent ne pas très bien entendre, etc. Donc vraiment, il faut parler assez fort, il ne faut pas crier non plus, mais il faut parler assez fort, assez distinctement. Bien regarder aussi l'examinateur, c'est important. Parfois, j'ai des élèves en oral, ils regardent leurs pieds pendant tout l'oral, ça ne donne pas trop envie de poser des questions. Et ensuite, quelque chose à éviter absolument, évidemment, c'est d'esquiver les questions de l'examinateur. Donc une fois, pour donner une petite anecdote sur le sujet, j'ai eu un élève en physique qui faisait un oral type X, donc un oral de 50 minutes. Et en fait, au bout de 3 lignes de calcul, il a écrit une formule qui n'était pas homogène. Donc une formule pas homogène en physique, on sait très bien que ça ne marche pas, que c'est pas possible. Et du coup, je lui ai posé gentiment la question, est-ce que ta formule est homogène? Et au lieu d'avoir une réaction normale de se dire, ah bah oui, tiens, je vais regarder, je vais faire le calcul, il m'a regardé, il m'a fait, bah oui. Et du coup, moi, je me suis sentie un peu, voilà, mal pour lui et je l'ai laissé terminer son oral en sachant pertinemment que j'allais lui mettre une note en dessous de 5 parce que forcément, il n'allait pas pouvoir aller assez loin comme ça. Donc, si vous esquivez une question de l'examinateur, il ne va pas vouloir vous en poser. Et je vous ai dit tout à l'heure que une question d'un examinateur, c'est un cadeau et vous voulez avoir des cadeaux. Donc, il ne faut pas esquiver les questions de l'examinateur parce que l'examinateur, sinon, il reste les bras croisés, il vous met une mauvaise note à la fin et croyez-moi, c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde, sauf pour vous. C'est le bon moment pour répondre à la question de Thibaut qui n'aime pas les cadeaux. Est-ce que c'est mal vu par l'examinateur de l'interrompre pendant qu'il nous donne une indication parce que le début de sa phrase nous a permis de nous rappeler de ce qui nous a manqué? Oui, c'est mal vu. Si un examinateur te dit ça, tu le laisses gentiment finir sa réflexion, son interruption, etc. De toute façon, normalement, elle ne va pas durer 50 ans non plus. Et ensuite, tu lui dis, ah oui, vous l'avez dit, je me suis souvenu, donc voilà, je corrige ce qui m'a manqué, etc.
Dans le thème comment s'assurer auprès de l'examinateur que nous sommes sur le bon chemin. Ça, c'est une question très intéressante, je trouve, parce qu'en fait, il y a des examinateurs qui vont hocher la tête, qui vont être très expressifs sur leur visage, qui vont dire oui, qui vont dire oui très bien, qui vont dire continuer, etc. Donc, ils vont vraiment vous encourager dans une voie. Mais je dirais que la plupart des examinateurs, c'est pas trop ce qu'ils font. La plupart des examinateurs, ils sont un peu poker face, comme ça, voilà, ils vous regardent, ils vous posent des questions. Si vous avez une idée, il faut pas attendre toujours l'étincelle dans l'œil de l'examinateur. Il faut pas attendre que l'examinateur vous dise oui, c'est ça. Parce qu'en fait, si vous attendez ça, bah, ça risque de jamais arriver et vous risquez de douter. Donc voilà, l'examinateur, vous avez une idée. Si vous avez une idée, c'est génial. Restez sur vos gardes, vérifiez bien que le cours est bien su, que vous appliquez bien les formules, en physique que vous êtes bien homogène, en maths que vous ne dites pas de choses absurdes. Donc ça, c'est très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les examinateurs ne vont pas toujours vous dire oui, c'est ça, continuez, etc. Et si vous attendez ça, parfois ça peut être perçu comme un manque d'autonomie, ça risque de vous porter préjudice aussi. Et par rapport à ça, c'est aussi un piège classique qu'on peut tendre quand on voit que, enfin, pour un peu pousser à la faute, c'est pas pousser à la faute, c'est en fait, c'est faire un cadeau pour que la faute s'arrête. C'est-à-dire, par exemple, on a une formule pas homogène, on va essayer de faire avancer la réflexion jusqu'au moment où Mm. la personne, le candidat se rend compte que la formule n'est pas homogène, qu'on puisse passer à la suite, parce que l'objectif, c'est pas de rester à la question 2 ou 1. Par contre, ça peut être, si l'examinateur est un peu silencieux et vous laisse développer, 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 développer. À force de dire des choses, vous risquez aussi, surtout si vous ne comprenez pas trop la nature de l'interaction, vous risquez de dire une bêtise. Et donc, soyez confiant, donnez votre raisonnement, et puis après, une fois que vous pensez que vous avez résolu la question, s'il n'y a pas de contestation, vous passez à la suite et vous continuez, vous concluez et vous passez, et prenez en main votre oral. N'essayez pas de justifier pendant 5 minutes la même question alors que vous pensez avoir conclu, pardon, vous pouvez passer. Ouais, voilà, ça c'est vraiment super important. N'attendez pas spécialement de retour de l'examinateur, vous n'en aurez pas toujours. Dernier point, moi je vais vous parler un peu des oraux de physique, parce que comme vous l'avez compris, c'est les oraux que je fais passer. Je fais de l'astrophysique, donc c'est un sujet que je maîtrise bien. Donc je vais vous donner quelques conseils un peu plus spécifiques sur l'oral de physique, et on pourra après bien évidemment discuter des oraux de maths, mais un peu moins en détail. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, ah oui, bon, c'est super les conseils sur la présentation, la manière de parler, etc. Mais bon, concrètement, quand j'ai un exercice, qu'est-ce que je dois faire? Donc pour un oral de physique, la première chose qui est essentielle, mais c'est vrai pour tous les oraux d'ailleurs, c'est ne pas se précipiter dans la résolution. Il faut prendre le temps de découvrir l'exercice, et ce, même si vous n'avez pas de préparation. Même un oral sans préparation, vous avez le droit de prendre quelques minutes pour réfléchir, pour poser le problème, etc. Et donc, les questions principales à se poser dès qu'on découvre un oral de physique, c'est déjà, premièrement, quelle est mon intuition? Quand on a un oral de mécanique, un oral même d'autres sujets, qu'est-ce que j'ai envie de penser? Qu'est-ce que, voilà, si j'avais pas de physique, un peu comme ça avec les mains, qu'est-ce que je ferais? Deuxième chose, quels sont les chapitres et les formules utiles? Ça, c'est super important parce que c'est des choses qui vont apparaître pendant l'oral, de savoir quels sont les chapitres, quels sont les thèmes qui sont intéressants. Et donc, c'est bien de les noter quelque part ou sinon de les garder dans un coin de sa tête. Et troisième chose qui est intéressante quand on a des problèmes ouverts, en physique ça arrive très souvent, mais en maths aussi, en maths encore plus régulièrement, mais en physique parfois il y a des problèmes qui sont ouverts, c'est-à-dire que vous posez juste une question comme ça sans être guidé. La question importante à se poser, c'est quelle question intermédiaire je devrais ajouter? Quelles sont les étapes intermédiaires qu'on devrait faire pour réussir à résoudre cet exercice? Parce qu'en fait, la différence en physique, et même en maths d'ailleurs, très certainement, la différence en physique entre un oral de l'X, un oral des mines et un oral de CCP, elle peut être très faible dans ce qu'on vous demande concrètement. Par contre, un oral de CCP, vous allez avoir 10 questions, un oral des mines, vous allez en avoir 3, et un oral de l'X, vous n'en avoir qu'une. C'est un peu ça qui peut faire la différence parfois. Et d'ailleurs, si on regarde les annales de concours oraux, on retrouve très souvent les mêmes thématiques. C'est juste la manière dont c'est formulé, la manière dont c'est guidé qui diffère un peu. Bon, j'exagère un peu, évidemment. Les oraux de l'X, souvent, ils sont quand même un petit cran au-dessus en termes de difficulté, etc. Mais si vous prenez un oral de l'X, que vous demandez à votre prof de rajouter 10 questions, bah, je vous promets que ça ne va pas être si difficile que ça et qu'on va tomber sur un oral de concours un peu plus, de niveau un peu plus bas. Ça, première chose très importante dès qu'on découvre le sujet. Deuxième chose, c'est prendre le temps de faire les calculs pour ne pas faire d'erreur. Ça, c'est vrai en physique, c'est vrai en maths, c'est vrai tout le temps, c'est vrai à l'oral et c'est vrai à l'écrit. Moi, je vois énormément d'élèves qui se disent, oui, bah non, je vais pas faire une ligne de calcul en plus, pas la peine, je sais calculer, etc. Et en fait, ils font plein d'erreurs parce qu'ils essayent de faire 5 opérations par ligne. Et ça, en fait, je vous promets que personne ne va vous en vouloir de prendre un peu plus de temps pour faire un calcul s'il est juste à la fin. Par contre, si vous faites un calcul très rapidement, que vous avez un résultat faux, que vous devez le refaire, c'est beaucoup plus difficile de remonter dans tout le tableau pour essayer de chercher une erreur plutôt que de s'assurer à chaque étape qu'on ne fait pas d'erreur. Chercher une erreur, c'est super dur.
Donc vraiment, prenez le temps de faire ces calculs, c'est pas grave, on est là pour ça, on a le temps, il faut mieux ne pas faire d'erreur. Troisième chose, c'est présenter les pistes de résolution même quand ça ne marche pas. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez fait votre préparation d'oral des mines en physique, que vous avez essayé des choses, que ça n'a pas marché, il faut être capable de le présenter quand même à l'examinateur, de dire voilà, je vous fais un schéma, voilà la situation, voilà la question, voilà ce à quoi j'ai pensé, j'ai cherché à appliquer ce théorème dans tel cadre, dans tel référentiel, etc. Ça n'a pas fonctionné pour telle ou telle raison. Et là, si vous présentez ça, l'examinateur, comme je vous ai dit, ce que vous cherchez, c'est l'interaction. L'examinateur, il a déjà des clés, il a déjà des pistes pour pouvoir réagir. Il va vous dire, OK, pourquoi vous avez essayé ça? Pourquoi vous avez pris cette géométrie? Pourquoi vous n'avez pas fait ci, etc. Et donc là, vous pouvez, voilà, enchaîner une discussion. Ou sinon, peut-être qu'il va vous dire, ah non, peut-être qu'il fallait persévérer, etc. Donc ça, c'est très important. Comme partout, ce que vous voulez dans un oral, c'est présenter tout ce que vous savez. Vous voulez vraiment montrer le meilleur de tout ce que vous savez. Donc, même si vous n'arrivez pas sur l'exercice, présentez les pistes de réflexion, présentez les formules, présentez le cours, présentez des choses pour qu'on ait quand même de la matière à évaluer. Et troisième chose très importante, plus propre à la physique pour le coup, c'est utiliser les outils de la physique quand on est en oral de physique, ce qui paraît normal, mais c'est-à-dire les ordres de grandeur, l'homogénéité, la méthode. Et également, voilà ce dont je vous ai parlé un peu au début, de faire de la physique un peu avec les mains, de dire, OK, bah là, j'ai l'intuition qu'il va se passer ci ou ça. Tout ça, c'est des choses très valorisées en physique. En maths, un peu moins, évidemment, c'est moins le sujet, mais il faut penser à utiliser tout ça. Et je conclurai sur ça que un oral, ce n'est jamais perdu. C'est vrai, même si votre oral il dure une demi-heure, vous n'avez jamais perdu votre oral, même si vous avez l'impression d'avoir fait n'importe quoi, que vous avez écrit une formule complètement fausse, que vous êtes liquéfié quand l'examinateur vous a posé une question, c'est jamais perdu et c'est toujours l'occasion pour vous de rebondir. Et il faut vraiment saisir la moindre occasion pour montrer que vous maîtrisez votre oral, que vous avez envie d'aller de l'avant. Et voilà, c'est tout sur notre présentation. J'espère que ça vous a été utile comme conseil. Et donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'interagir avec nous, de vous poser vos questions, des questions très générales, ou au contraire des questions très personnelles, que ce soit sur les oraux ou sur des thèmes un peu plus larges. Et en tout cas, nous, on y répondra dans ce live. Vous pouvez les poser dans le chat, dans les questions-réponses. Vous pouvez même ouvrir votre micro si vous voulez. Alors, on a Juline qui nous pose une question. L'école des mines était-elle votre choix numéro un, Théophile? Est-ce que c'était ton choix numéro un? Je me remémore. Non, je me souviens que j'avais passé énormément de temps à faire ma liste de vœux et à la fin, oui, les mines étaient mon choix numéro un. Ouais. Ouais, moi aussi, de mon point de vue, les mines, c'était mon choix numéro un. En fait, bah, évidemment, à la base, quand j'ai passé les écrits, j'aurais bien aimé avoir l'X éventuellement. Mais en fait, dès que j'ai vu que c'était pas trop possible pour moi au niveau des admissibilités et des oraux, je me suis orientée vers les mines. Et clairement, moi, entre mines et centrales, par exemple, la question qu'on me pose souvent, j'ai pas hésité une seconde. Voilà, donc pour moi, c'était mon choix numéro un. Alors, on va reprendre les questions dans l'ordre. Thibaut qui demande comment faire si, par exemple, dans un oral de physique, on bloque totalement parce qu'on a oublié un théorème ou une formule. Bah, dans ces cas-là, il faut être un peu honnête, c'est-à-dire que si tu bloques totalement pour des raisons qui peuvent être liées au stress d'ailleurs, euh, de deux choses l'une, en fait. Soit tu te souviens à peu près comment le démontrer, ce qui est une bonne chose parce que dans ces cas-là, tu es super fort en physique et tu as très bien compris l'idée derrière. Et donc, dans ces cas-là, tu peux dire, ah, je me souviens pas exactement de la formule. Par contre, je me souviens de la démonstration. Est-ce que voilà, je peux vous la faire ou est-ce que sinon, parfois, il va te donner le théorème, etc. Donc ça, c'est la première manière. Si tu n'as pas le théorème et que tu as quand même des petites pistes, tu peux essayer de te débrouiller. Et la deuxième manière, c'est l'honnêteté, c'est-à-dire que concrètement, dans la balance, tu as deux choses. Tu veux avancer dans ton exercice et il y a un théorème que tu ne connais pas, bah, tu vas pas rester comme un merlan frit pendant une heure à attendre la fin de ton oral et à sortir en te disant mince, j'ai tout raté. Bah, il faut tenter le tout pour le tout. Et dans ces cas-là, tu peux dire voilà, le théorème de l'énergie cinétique, je vous avoue que je l'ai complètement oublié. Je sais qu'il est essentiel pour continuer sur cet exercice. Est-ce que vous pouvez me le rappeler, s'il vous plaît? Et là, au moins, tu vois si ça passe. Alors, évidemment, tu ne t'en sortiras pas avec la note de 20, mais ça arrive à tout le monde d'oublier une formule ou un théorème. Il faut avoir l'honnêteté de le trouver. La pire chose à faire, c'est de savoir que c'est faux, d'essayer d'utiliser un truc en espérant que l'examinateur il aille te chercher, parce que si tu écris quelque chose de faux, il ira vraiment jamais te chercher. Et là, il fera le truc que tu décrivais tout à l'heure Ouais. sur
elle est homogène, votre formule. Mm. Ah, c'est vraiment ça la Mm. constante. Et puis après, c'est sûr que tu es reparti pour tout redémontrer et tu perds 20 minutes. Donc Ouais. voilà, il Donc faut, non, faut pas y aller au bluff. Si l'examinateur est joueur, il va te faire souffrir après. Donc voilà, faut donc être transparent. non, il faut être transparent. De toute façon, l'objectif pour vous, c'est qu'à chaque instant de l'oral, il faut vous dire quelle est la meilleure décision que je puisse prendre pour mon oral. Donc, évidemment, si vous demandez 50 formules à l'examinateur dès le début, bah, c'est dommage parce que c'est des choses que vous aurez dû connaître, etc. Ça va vous mettre clairement pas dans une bonne disposition. Mais à un moment, si vous êtes complètement bloqué, que vous avez que ça pour avancer, bah, c'est le chemin que vous devez prendre. Mm. Question plus sur l'école des mines. Est-ce que l'école des mines offre une bonne formation en recherche, comparaison avec l'ENS et l'IX? Il y a beaucoup de labos. Alors oui, il y a des labos qui font des choses assez spécifiques. On a des labos de géosciences, on a des labos de mathématiques appliquées pour le climat, surtout le côté économie. On a des labos d'automatique, on a des labos d'économie. On a certainement beaucoup d'autres labos. Mais en fait, je dirais que pour la recherche, c'est important les labos qu'il y a dans l'école, mais il faut savoir que quand tu as une école comme les mines, tu as un bon CV et ça te permet de postuler à d'autres endroits. En général, les personnes qui font de la recherche, quelle que soit l'école d'ingénieur, ils ont tendance à faire un master de recherche. Et donc, dans un master de recherche, dans ces cas-là, on peut le faire en parallèle des mines ou en année de césure, ou même il y a des masters facilités. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les mines, c'est une école très flexible, c'est-à-dire que quel que soit votre projet professionnel, elle vous soutiendra. De mon point de vue, moi, j'ai fait 2 masters recherche. J'en ai fait un en année de césure en physique des plasmas et j'en ai fait un autre en parallèle de ma dernière année en physique non linéaire et en mathématiques appliquées. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun de ces masters n'était dans les masters homologués partenariat avec l'école des mines. Donc, c'est moi qui suis allée voir la direction qui dit, voilà, je veux faire ça, on m'a laissé le faire. En fait, c'est ça qui est important. L'école des mines, c'est une école où c'est flexible, vous pouvez tracer votre voie. Et donc, pour la recherche, moi, je suis Mm. personnellement très satisfaite de l'environnement qu'on a eu justement parce qu'il était assez flexible. Moi, je rajouterais que la recherche est quelque chose auquel on est beaucoup exposé aux mines. Oui, ça c'est Tous vrai. les intervenants quasiment sont des enseignants-chercheurs de l'école. L'école des mines et l'école avec donc ces 17 centres de recherche, donc on en a oublié plein, mais je ne vais pas essayer de tous les nommer, qui fait le plus de volume de contrats de Mm. recherche avec des industriels parmi toutes les écoles. Donc, c'est-à-dire que les entreprises viennent chercher les chercheurs des mines pour résoudre leurs verrous technologiques ou leurs verrous scientifiques avec le plus grand volume. Donc, il y a vraiment énormément de recherche. Nous, on voit tout le temps, enfin, on a vu tout le temps des enseignants-chercheurs. Tous les chargés de TD sont des doctorants ou sont des chercheurs également. Donc, on est très exposé à ce monde-là. Il y a aussi des trimestres de recherche. Donc, vous pouvez aller dans un labo découvrir ce monde-là. Vous pouvez faire donc des masters. Vous pouvez faire un semestre à l'étranger dans un labo de recherche. La recherche, c'est vraiment pas un. Enfin, je dirais que c'est pas un sujet limite pour l'école. Au contraire, C'est très c'est une valorisé. école qui, voilà, c'est très valorisé, ça ouvre plein de portes. Il y a plein de diplômés des mines qui sont académiciens, qui sont, voilà, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement reconnu. C'est une école scientifique avant d'être une école d'ingénieur, je dirais, ou en tout cas sur le même plan. Mm. Et j'en profite pour répondre dans la foulée à la question d'Arnaud. Du coup, tu demandes une école d'ingénieur peut-elle conduire à de la recherche? Oui, donc c'est le cas des mines, comme on vient de le dire, mais C'est c'est le le cas cas de nous. d'autres écoles. C'est le cas de nous, voilà, on est tous les deux en train de faire de la recherche. Ce qui est important dans le choix des écoles quand on veut s'orienter vers la recherche, déjà, si on est sûr à 200% de vouloir faire la recherche, évidemment, les ENS, c'est très bien. Mais très souvent, on n'est pas sûr, vous verrez, l'école d'ingénieur, on va changer, etc. Et donc, quand on n'est pas sûr, bah, c'est un peu l'école la plus prestigieuse qui prime, c'est-à-dire que si vous avez une école comme les mines, bah, on va toujours vous faire confiance pour intégrer un master 2 sélectif ou pour aller dans un doctorat. Mais ça va pas vous ouvrir toutes les portes, mais ça va honnêtement vous en ouvrir pas mal. Et évidemment, si on a une école qui est un peu moins bien classée, qui est un peu moins bien connue, un peu moins prestigieuse, ça va pas ouvrir forcément le même nombre de portes. Donc ça, c'est une certitude. Voilà, donc en tout cas, toutes les écoles peuvent conduire à de la recherche, c'est juste qu'ensuite le chemin sera voilà, plus ou moins difficile. Mais en tout cas, gardez en tête que pour faire de la recherche, en général, on fait un master 2 au moins en plus. Ça arrive très rarement qu'il y ait des gens qui fassent juste un diplôme d'ingénieur pour s'orienter vers un domaine de recherche, parce qu'il faut forcément un peu de connaissances en plus. Et ça, toutes les écoles peuvent vous le permettre. Ça, je pense, que c'est pour conclure là-dessus, et je réponds à une question qui n'est pas posée, je crois, mais c'est vous pensez vouloir faire de la. Enfin, moi, je pense qu'il y a un biais énorme des gens qui sortent de prépa qui veulent faire de la recherche, parce qu'on est beaucoup, voilà, parce qu'on fait beaucoup de sciences en prépa. L'avantage d'une école d'ingénieur, je dirais, par rapport aux ENS, par exemple, c'est aussi que ça vous ouvre sur le reste. Mm. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de faire de la recherche après avoir fait une école d'ingénieur que de faire de l'ingénierie après avoir fait une école où vous n'avez jamais vu une entreprise, vous n'avez jamais vu un, entre guillemets, vrai problème, et je fais une thèse, donc je sais de quoi je parle, mais
vous êtes confronté à, ben voilà, c'est quoi une industrie, c'est quoi un problème concret, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont managers? Ben oui, parce qu'il y a des équipes de plusieurs personnes et il suffit que vous fassiez un projet en école pour que vous vous rendiez compte que parfois avoir des managers, c'est une bonne chose, même si au début on se demande bien à quoi ça sert. Donc d'être dans une école, dans un environnement qui vous expose à tout ça, au monde professionnel, à comment faire un CV, etc. C'est un énorme avantage pour moi et par rapport à plein d'amis qui sont allés dans des ENS, c'est quelque chose où bah, ceux qui se reconvertissent plutôt dans le monde de l'entreprise, bah, ils ont un tout petit peu plus de mal. Ouais, question, donc on finit la parenthèse recherche. Question de Nicolas, il paraît que les examinateurs sont plus exigeants dans certains centres, par exemple aux mines par rapport à l'INSTA. Oui, il paraît. J'ai eu vent aussi de ce point-là. Je ne sais pas si c'est une réalité ou pas. En tout cas, officiellement, il n'y a pas de niveau d'exigence officiel. De différence, pardon, dans le niveau d'exigence. Amine, tu demandes où puis-je trouver des énoncés, des oraux et des corrections aussi. Et c'est l'occasion pour moi de te dire d'aller suivre la chaîne YouTube Nova Prépa, qui est ma chaîne YouTube personnelle, sur laquelle il y a des oraux corrigés de maths et de physique. Sinon, en fait, c'est quelque chose qui est assez difficile à trouver, des oraux et des corrections. Tu peux essayer des sites de profs de prépa. Parfois, ils mettent les oraux et les corrections en ligne. Il y a sinon le site de l'officiel Lataupe, où il y a uniquement les énoncés, mais pas les corrections. Donc voilà, c'est un peu tout ce à quoi je pense. Je sais pas si tu penses à d'autres choses, Théophile, mais oui, en effet, énoncé, correction d'oraux, il y a pas de site qui regroupe ça de manière un peu comme Doxolus le fait par exemple pour les écrits. Voilà. Après, il faut aussi faire confiance. Enfin, il n'y a rien de mieux que vos enseignants aussi. Voilà. Normalement, vous allez quand même, vous en aurez fait un certain nombre, peut-être même un volume supérieur à ce que vous avez pu Hmm. traiter. Donc, il faut y revenir dessus et leur faire confiance aussi là-dessus. Robin, tu demandes comment manger sur place à la résidence des mines matin, midi et soir. Est-ce qu'il y a une cantine à disposition? Non. Alors avant, il y avait la cantine du Crous, mais il me semble qu'elle est en travaux. Donc Ouais. non. Alors il y a certainement un autre Crous quelque part, peut-être vers Ouais. Saint-Michel. Je ne sais pas où est le Crous le plus proche. Ouais. Ça, Robin, je pense que le mieux, c'est que tu poses la question aux admisseurs, donc les membres du bureau des élèves qui sont ben, à la résidence des mines, à la maison des mines en ce moment. Et puis, tu leur demandes. Ce qui est sûr, c'est que tu as une cuisinette dans la chambre. Je ne sais pas si tu y es tout de suite ou pas, mais tu as une cuisinette dans la chambre. Le midi, à l'école des mines, il y a une cafette que tu peux tout à fait utiliser, qui propose des sandwichs ou des plats même. Et sinon, dans le quartier, il y a énormément de choses et Hmm. tu peux, voilà, sans souci, t'acheter un sandwich ou t'acheter quelque chose. Julie, tu demandes est-ce qu'on se souvient des notes qu'on avait eues aux oraux et est-ce que c'est possible de les connaître et l'avance aux écrits? Personnellement, moi j'avais une bonne avance. J'ai eu à peu près la même moyenne aux écrits aux oraux. Je crois que c'était entre 16 et 17. Alors je ne sais pas comment ça se compare avec le nombre de points, etc. Et je me souviens que c'était une bonne avance par rapport à la barre d'admissibilité aux écrits. Et j'ai eu à peu près les mêmes notes aux écrits aux oraux. Voilà. Je sais pas si tu veux partager Moi, je ne ça, me souviens Théophile, pas. si tu t'en Je suis en souviens train de pas. regarder si je l'ai sur mon portable. Mais c'était il y a très longtemps et il y a eu l'inflation entre-temps. Non, je Ouais. me souviens, honnêtement, je ne me souviens pas. Après, c'est comme les écrits, c'est-à-dire que les notes que tu as, c'est pas du tout caractéristique. Enfin, c'est dur en sortie d'un oral comme en sortie d'un écrit d'évaluer la note qu'on a. Donc voilà, de toute façon, tu auras assez rapidement ton classement, etc. Peut-être Voilà. peut-être une chose dont Mm. je me souviens, c'est que les mines, je les ai passées en dernier. Et j'avais été admis à une ENS sur dossier, puisque j'avais candidaté. Et du coup, c'était la banque où j'étais la plus détendue, entre guillemets, enfin soulagée, parce que je savais que j'avais quelque chose, même si Ouais. tout le monde a quelque chose. Enfin, vous aurez Mm. tous une école dans les différentes banques de concours que vous avez passées. Il y a toujours une école d'ingénieur que vous aurez qui sera très bien, généraliste ou spécialisé, donc il faut déjà déstresser. Et moi, c'est vraiment quelque chose dont je me souviens, c'est que comme j'avais déjà quelque chose, entre Mm. guillemets, j'étais plus détendu, j'étais plus à l'aise, et du coup, les euros, c'était très bien passé. Ouais, moi, c'était un peu la même chose quand j'étais. Alors, à Centrale, les notes, elles tombent. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, à l'époque, elles tombaient au fur et à mesure. C'est-à-dire que vraiment, si on se connectait tous les jours, on pouvait voir, tiens, j'ai eu 15 en français, j'ai eu tant en maths 1, tant en maths 2, ce qui est un peu bizarre, mais en tout cas, bah, moi, je me connectais tous les jours, clairement. J'ai pas résisté à la tentation, je vais pas vous mentir. Et du coup, je savais, moi, les derniers euros que j'ai passés, c'était les CC-INP. Et je savais déjà que j'avais certainement Centrale Paris étant donné mes notes, donc j'étais pas très stressée non plus. Donc voilà, je sais pas si ça a changé pour les centrales. Thibaut, tu te demandes est-ce qu'on a des conseils pour classer les écoles sur SCEI? On va te partager le lien d'une vidéo qu'on a fait l'an dernier tous les deux.
sur ça et on fera certainement un live sur le sujet si ça vous Ouais. intéresse. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat si vous êtes intéressé par cette problématique. Est-ce que le magistère de maths d'Orsay est plus prestigieux que certaines écoles d'ingé pour qui voudrait faire des maths appliquées plus tard? Oui, ça dépend quelles écoles d'ingé. C'est-à-dire que Mm. si tu as dans le top 10, je dirais que ouais, après, si tu en région parisienne, c'est pas mal de faire un double diplôme. Typiquement, je sais qu'avec Centrale, ils font le double diplôme sans problème. Euh, ouais, ça dépend. Tu vois, même une école comme l'ENSAE où il y a beaucoup de maths, bah, j'aurais tendance à dire qu'elle est peut-être mieux à certains égards que le magistère. Je sais pas trop. Kiff-kiff. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus facile dans un sens ou dans l'autre. C'est plus facile de faire un master de maths en parallèle d'une école d'ingé que de faire une école d'ingé en parallèle d'une formation universitaire. Déjà parce que, par exemple, dans les écoles parisiennes, il y a en gros toutes les grandes écoles d'ingénieurs parisiennes, les étudiants en dernière année, il y en a beaucoup. Ceux qui veulent faire de la recherche font un master. Et d'ailleurs, des masters qui sont composés à plus Mm. de la moitié. Donc, je prends un exemple qui est le MVA, qui est le master de ML bien connu qui est sur le plateau de Saclay. Il est composé à 50% d'étudiants d'école. Donc des ponts, de l'IX, de l'ENS, des mines, de Centrale, etc. Donc euh, voilà, c'est plus facile dans un sens que dans l'autre. Et en plus, en magistère, vous allez être très bien accompagné pour faire des maths, des sciences, etc. Mais vous n'allez pas, par exemple, vous ferez plus peut-être de langue vivante 2, par exemple, Sûrement. de Oui, LV2 deux, je sais. ou pas obligatoirement. Vous ferez moins enfin, de sujets d'insertion Mm. professionnelle, vous ferez moins de projets en groupe où vous devez construire un robot à 15 et vous vous rendez compte que c'est hyper dur. Voilà, c'est moins généraliste forcément, vous ferez plus de maths. Et donc ça dépend à quel point vous êtes certain de vouloir faire, disons, de la recherche ou quelque chose de très scientifique plus tard. Ouais. Alors là, du coup, Thibaut, tu dis entre le magistère d'Orsay et Centrale Marseille. Moi, j'aurais tendance à dire le magistère, hein, sans trop d'hésitation quand même. Si Je- tu es sûr de vouloir faire des maths. Enfin, c'est une question d'écosystème aussi, c'est que le magistère, il est à Orsay, c'est possible après d'intégrer d'autres écoles sur titre, etc. Donc, ouais, j'aurais tendance à dire ça. Arnaud, est-ce que le lieu de passage des oraux au sein de la banque CCMP indique quelque chose sur le classement qu'on a écrit? Non, c'est par filière la répartition. Grosso modo, c'est par filière. Les MP vont quelque part, les PC vont quelque part, à quelques exceptions. Donc ça, il n'y a aucun lien avec le classement. Dites-vous que tout est, enfin on le disait tout à l'heure, c'est pas la peine de faire trop de méta-analyse. De toute Mm. façon, même si ça indique quelque chose, qu'est-ce que ça change pour la manière dont tu vas passer tes oraux? Vas-y, sois confiant et fais en sorte que enfin, Mm. que les épreuves se passent au mieux. Y a-t-il des différences notables entre ceux qui ont fait la 5 ou non? Est-ce que cette année supplémentaire vaut la peine? Alors là, il y a vraiment toutes les réponses, certainement dans vos camarades, c'est un peu la même chose. Il y a des personnes qui avaient une école très moyenne en 3 pardon, et qui ont une école du top 10 en 5 moi, j'ai des exemples de personnes, par exemple, dans mon entourage, qui avaient refusé Centrale parce qu'elles voulaient avoir l'X, où elle n'était pas admissible en 3 à l'X, mais elle avait eu Centrale Paris. Elle a refusé et l'année d'après, elle était toujours pas admissible à l'X et elle a eu finalement toujours Centrale Paris. Donc là, on pourrait dire que c'est une année perdue. J'ai eu des exemples. Alors, c'est assez rare, j'ai l'impression. Moi, j'ai pas trop d'exemples de personnes qui ont dégringolé, qui ont Mm. vraiment beaucoup moins bien performé par rapport en 5 par rapport à la 3 Mais il faut garder en tête que voilà, les concours, typiquement, si vous êtes malade le jour des concours, si vous faites opérer, bah, juste vous ratez tous les concours et là, c'est fini pour vous, du coup. Mm. Mm. Ah, donc ça, j'ai pas trop eu ce cas-là dans mon entourage proche. Donc 5 je dirais que c'est déjà pour les personnes qui mentalement pensent qu'elles peuvent survivre à une autre année de prépa en plus, c'est bien survivre. Donc il faut en garder un peu sous le pied. Si vous êtes épuisé à la fin de votre 3 et que vous sentez vraiment que la prépa, vous en pouvez plus, il n'y a pas beaucoup de chances qu'en 5 ça s'améliore. Et ça va bien marcher souvent pour les personnes qui sentent, par exemple, qu'elles ont eu un peu de mal sur leur cours, qu'elles ont eu pas un peu de mal, je dirais, mais qu'elles mettent un peu plus de temps à comprendre les choses, qu'elles ont besoin de plus de pratique. Ça, pour cette personne-là, en général, je vais conseiller plutôt de faire 5 ça va bien fonctionner. S'il y a la motivation derrière, évidemment, parce qu'il faut être capable quand même de se refaire une année avec tous les amis qui ont intégré, etc. C'est pas spécialement simple mentalement. Je dirais que le cas où moi je suis pas sûre de l'intérêt de faire une 5 c'est si on a déjà une top école. Oui, sur une super héros, sur une mine pont, sur éventuellement même sur une Insta, etc.
Bon, en tout cas, déjà sur le trio de tête, sur un central, mine, pont, je pense que faire 5 demi, ça n'apporte pas grand-chose parce que vous allez plus apprendre en faisant des stages, en travaillant votre réseau, etc. Mais ça, c'est une opinion. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça sur les 5 demi. Je sais pas si tu as un Je truc à pense ajouter. il faut se dire aussi que c'est pas une 3,5 que vous refaites Mm. parce que vous avez déjà fait les cours. Et donc, du coup, moi, en voyant les 5,5 dans ma classe de spé, euh, en fait, on passe son temps à relire le cours chez soi et puis après, on va faire plein d'exos, plein de sujets. On est vachement plus en autonomie. Et donc, il faut être prêt à faire ça. Moi, je sais que, par exemple, c'est pas le truc que j'adore le plus, faire Mm. des exos dans mon coin. J'avais pas adoré la période de révision des oraux pour cette raison-là. Il faut beaucoup Et d'autonomie, ouais, et je il pense. faut énormément d'autonomie et être prêt à, voilà, à travailler seul. Et donc, c'est un choix qui se fait. Et il faut aussi se dire, vous pouvez aller voir sur LinkedIn, il y a des gens qui ont fait des écoles qui, disons, allez, dans un classement imaginaire, sont à quelques échelons, qui ont à la fin les mêmes carrières, les Ouais. mêmes perspectives, les mêmes options dans la vie. Donc, je pense qu'il faut aussi un peu relativiser. Il faut faire en fonction de ce qu'on a envie de faire de son année suivante. Est-ce qu'on a envie voilà, pas de ce que nos parents ont envie qu'on fasse, pas de Mm. ce que notre enseignant a envie qu'on fasse, voilà, de ce que nos camarades font, c'est vraiment est-ce qu'on a envie de passer une année de plus au lycée avec des 3,5, etc. Ou est-ce qu'on a envie de passer voilà, à l'étape suivante. Les deux se valent, mais c'est en fonction de sa personnalité, de ses envies. Oui, après, c'est vrai qu'il y a aussi, par exemple, des personnes qui disent, ah oui, je voulais absolument, je sais pas, par exemple, les mines de Paris. Si je fais pas de 5 demi, je vais me dire toute ma vie que je suis passée à côté d'une opportunité d'avoir cette école. Et si vous êtes dans cette situation, bah, je vous conseille de faire 5 demi, évidemment. Oui. Enfin, c'est pas, enfin, voilà, faut voir à quel point vous allez vous en vouloir, comment votre vie va changer si vous faites pas 5 demi. Et ça, c'est indépendant, ça dépend de chacun. Ne soyez pas, enfin, je suis 100% d'accord avec toi. Oui. Il faut assumer ses choix. Il faut vraiment, voilà, ne pas avoir de regrets. Moi, je dirais, de manière un peu provocatrice, ne soyez pas cette personne qui regrette 5 ans après une école ou une autre. Enfin, je pense que c'est le cas de quasiment personne. C'est Ouais, parfois le cas, on les voit, des amis, etc., ça qui, dure 6 mois. par exemple, aux mines, qui regrettent encore l'X. Bon, à un moment, il faut passer à autre chose et puis on avance dans la vie et vous aurez une très belle carrière, une très belle vie. Il n'y a pas, Oui, il y a pas de voilà. problème. Enfin, il y a d'autres choses dans la vie aussi. Voilà. Enfin, voilà, faut voir. Ça dépend de vos envies, de votre motivation et de votre marge de progression. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Niveau vie associative, vous avez été satisfait? Oui, je pense qu'on a tous les deux été Ouais. satisfaits. Pour donner un peu plus de détails, moi, j'ai fait beaucoup d'assos, j'ai fait le BDE, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je fais plein de Et les trucs. verts? Non, j'ai pas fait T'as fait les Cahier verts? Vert. Alors, Cahier Vert, c'est une association d'aide à l'égalité des chances. J'ai pas fait ça. Moi, je donnais beaucoup de cours en prépa déjà dès mes années d'école, donc j'ai pas trop fait de bénévolat à ce sujet-là. Il y avait une association pour aider à intégrer les personnes qui rejoignaient le diplôme issu d'universités étrangères, donc j'ai participé à ça aussi. J'ai fait l'association écolo. Voilà, donc niveau vie associative, je pense qu'il y a vraiment tout qui est possible. C'est l'avantage, encore une fois, d'être dans une petite école, c'est qu'on peut très vite créer une association, on peut très vite créer des choses différentes, on peut voilà, vivre les choses comme on a envie de le faire. Et honnêtement, les mines, c'est une vie associative qui est extrêmement riche, je trouve. Ouais, moi, 100% d'accord. Moi, j'avais fait la Junior Entreprise, donc qui est une association qui vend des missions à des sociétés et qui ensuite permet à des étudiants de les réaliser, une sorte de boîte de conseil. J'avais fait ça, j'avais fait le club voile et j'étais élu étudiant aussi. Donc, il faut savoir qu'aux mines, l'administration est extrêmement à l'écoute de ce que disent les étudiants, comment améliorer le cursus. Et donc, moi, j'ai pas mal participé à ces choses-là. Donc oui, la vie associative, c'est en plus de vos stages, donc vous pouvez faire jusqu'à 18 mois de stage aux mines, et quasiment tout le monde fait 18 mois de stage. En plus de vos stages, vous avez aussi la vie associative, et c'est hyper professionnalisant. Vous découvrez vraiment le travail en équipe, vous découvrez vos premiers échecs, vous allez tenter des choses, ça va pas marcher, et c'est dans un cadre où vous pouvez échouer, c'est pas la fin du monde. Et d'un autre côté, vous allez gérer des budgets, des choses, donc c'est une partie vraiment super intéressante. Amine, tu nous dis à quoi faut-il se référer pour faire le classement SCEI. Je me suis permis de te mettre une vidéo qu'on a fait justement avec Théophile l'année dernière sur le sujet. Où on donne des conseils pour classer les écoles sur SCEI. Donc, vous pouvez tous aller voir les conseils qu'on donne. Je pense que c'est un sujet qui vous intéresse. Si c'est un sujet qui vous intéresse, on a déjà prévu de faire un live, Ouais. c'est ça, Théophile, sur le sujet. Mm. Donc, on vous donnera une date, on a dit à peu près dans 2 semaines. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on vous recommuniquera le lien d'un live. En tout cas, c'est un sujet très riche, évidemment. Il y a plein de choses qui sont à dire sur ça. Donc, je vous invite tous à regarder la vidéo.
Justine, tu demandes, vous avez beaucoup travaillé de votre côté, à côté des études à l'école, que ce soit pour les cours, les intérêts extrascolaires qui pourraient bonifier les dossiers. Euh, En fait, on travaille plus une fois qu'on intègre une école. Vous travaillerez plus. Non, c'est une blague. Mais je pense que c'est du travail scolaire dont tu parles ou c'est du travail professionnel? Alors, si c'est du travail, je te laisse répondre, mais si c'est du mm, travail scolaire, en fait, c'est vraiment en fonction. Ok, travail scolaire. Donc, en fait, les cours, ce qu'il faut savoir, c'est que en école, c'est pas commune. En école, les cours sont très différents de ce que vous avez eu en prépa. En prépa, par exemple, pour les MP, disons, vous avez un prof de maths qui fait que vous donner 12 heures de cours par semaine. Il connaît le cours par cœur parce que ça fait probablement 10 ans qu'il le fait au moins. Pareil pour la physique, pareil pour tout, hein. Donc vous avez un cours qui est, les gens se plient en quatre pour que vous puissiez préparer des concours hyper exigeants dans les meilleures conditions. En école, c'est un peu différent. Il n'y a pas de concours. Chacun travaille pour lui. Il y a bien sûr des notes à la fin, mais l'objectif, c'est pas de, c'est de s'assurer que vous avez appris quelque chose, que vous avez progressé, etc. Et donc, en fait, vous travaillez, vous répartissez votre effort en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, à la fois, vous avez des cours qui sont, je dirais, plus importants à travailler, puisque vous êtes un peu plus autonome. Parfois, on ne va pas voir toutes les démonstrations de tout, par exemple, en cours de maths appliquées. Si ça vous intéresse et si vous pensez que c'est important pour vous, il faut que vous les revoyiez de votre côté. D'un autre côté, vous allez avoir aussi des projets, vous allez avoir des TP, vous allez faire pas mal d'exercices un peu plus ouverts, etc. Et donc, tout ça, c'est des choses que vous aviez un peu moins en prépa. Et donc, c'est pas qu'on travaille, je pense que globalement, on travaille moins en heures. Ça, c'est à peu près sûr, puisqu'on travaille quand même beaucoup en prépa, en heures de cours et en heures de travail perso. En école, on fait plus de choses, on fait des assos, on cherche des stages, on s'améliore, on vit aussi, on vit une vie d'adulte un peu plus épanouie aussi. Mais il y a de quoi manger, quoi. Vous pouvez travailler mm. autant que vous voulez. Il y aura énormément de choses à faire. Vous pouvez faire 150% des projets si vous voulez. Donc et bien sûr, c'est mieux vu quand on va en master. Si on a des projets perso à montrer, quand on cherche un stage. Souvent, quand on cherche son premier stage, on se rend compte que, ah oui, c'est quand même pratique d'avoir ce projet que j'ai bien Mm. aimé à pouvoir montrer. Voilà. Donc, Et de pouvoir en parler aussi. on pourra en parler. Donc, je sais pas si j'ai vraiment répondu à tes questions, mais en gros, il n'y a pas besoin de se stresser pour la suite dès maintenant. Quand vous serez en école, vous verrez, en fonction de vos intérêts aussi, vous allez découvrir plein de matières, de disciplines, de manières de travailler. Et c'est assez différent de la prépa. Donc, c'est pas vraiment le même. Voilà, c'est pas des exos le soir dans votre chambre. C'est un peu plus soft que Ouais, ça. et puis parfois il y a des gens qui travaillent pas trop première année, après ils travaillent un peu plus, après ils découvrent qu'en fait ils sont passés à côté de cette matière de maths qu'ils adorent. Enfin voilà, vous faites comme vous le sentez, mais je vous conseille pas de vous mettre la pression. Après en école, c'est quand même, même si on veut faire de la recherche, on veut avoir un super dossier et tout, il y a quand même plein d'autres choses qui comptent. Mm. Tom, est-ce qu'il y a moyen de faire un échange avec une école britannique ou américaine? Apparemment, c'est généralement assez rare, dur. Aux mines, pas trop. Ça marche bien aux mines. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans les universités américaines. C'est même pas spécialement, comme ça peut être le cas dans d'autres écoles, que le top de la promo. Donc, oui, aux mines, il y a clairement moyen de le faire. Dans d'autres écoles aussi. Voilà, faut avoir l'envie de partir un semestre, mais c'est très, très répandu. Thibaut, est-ce que vous connaissez des gens aux Arts ou à Centrale Marseille? Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même poursuivre une carrière avec des maths à l'issue de ces écoles? Oui, bien sûr. En fait, quand tu vas aller en cours, il n'y a pas que les cours qui comptent, il n'y a pas que le prestige de l'école. Si typiquement tu es passionné de maths et que tu veux faire de la recherche en maths et que tu fais tous tes stages de recherche en maths, bah oui, tu auras un super CV à l'issue de cette formation. Mm. Donc voilà, dites-vous que l'école, c'est une porte d'entrée. C'est une carte de visite qui, dans certains cas, marche bien pour avoir des stages ou autres. Mais c'est à vous de montrer si vous aimez quelque chose sur votre CV en faisant des stages, en faisant des projets, en contactant des gens, de montrer que ça vous intéresse. Et ça, quelle que soit l'école, même si vous faites la dernière des écoles au classement, ça, vous pourrez toujours le faire aussi. Vous pouvez toujours rebondir. Absolument. Il y en a- Et si vous vous posez d'autres questions comme ça, donc là pour Thibaut, c'est la recherche, mais ça peut être ouais, c'est ça, les maths. Si vous posez une question sur un domaine, le mieux, c'est vraiment d'écrire soit par exemple, au BDE, aux admisseurs de cette école, soit même à l'association d'alumni Mm. qui vous répondra en vous donnant des exemples. Donc, Mm. genre moi, si tu me demandes des gens qui font des maths sortis des mines, je peux t'en sortir Mm. plein. Pareil, des gens qui font de l'aéronautique, des gens qui font de l'électronique, du management, du conseil en stratégie, enfin tout ce que vous voulez, vous pouvez en trouver.
Vous pouvez aussi regarder sur LinkedIn en triant par école. Vous pouvez voir les gens dans une entreprise donnée qui viennent de telle école. Et donc, vous allez voir que en fait, toutes les écoles sont représentées dans toutes les entreprises et que vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez en sortie d'à peu près n'importe quelle école. Super, bah, merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. On a été très contents de répondre à vos questions. En tout cas, on va faire deux choses à la suite. On va déjà vous conseiller de suivre les réseaux sociaux des Admissibles, donc sur Instagram, Admissible in Paris, et sur YouTube, Admissible in Paris également. On vous communiquera également les prochains lives. Donc, on a prévu déjà deux lives sur les métiers post-école et sur faire ses choix sur SCI. Et surtout, n'hésitez vraiment pas, on va vous envoyer un petit formulaire de satisfaction. N'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous aimeriez voir du point de vue des lives, du point de vue des réseaux sociaux pendant cette période. En tout cas, on est juste au début de la période des oraux et on a carte blanche pour la suite. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez, même vos suggestions les plus folles. On sera ravis d'essayer d'y répondre, en tout cas. Bonne soirée à tous, bon courage à ceux Bonne qui soirée, passent les oraux dès maintenant et à très bientôt. à bientôt.